Chers amis, consoeurs, confrères, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir, enfin cet après-midi. Je m'appelle Ghalib Nouna, je suis cardiologue interventionnel, je travaille au CHU Ibn Rushd de Casablanca et je tiens à remercier le laboratoire Cooper et le comité d'organisation, à leur tête Dr Niama Benjelloun, de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de l'anticoagulation orale chez des patients spécifiques, des patients coronariens. Quels risques et comment les prévenir? Est-ce qu'on peut avoir juste pour pouvoir changer les diapos? Ah, pardon, merci. Voilà. Alors tout d'abord, je me suis présenté comme quoi je suis cardiologue et cardiologue interventionnel au CHU Ibn Rushd, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, avant de venir dans la salle, je voulais dévoiler un secret que j'ai jamais dit. C'est que j'ai travaillé aussi en officine. Quand j'étais au lycée, j'ai aidé quelqu'un de ma famille qui est pharmacienne, qui n'est pas là. Et donc, je connais très très bien le comptoir. Je connais très très bien la relation qu'a le pharmacien avec ses patients. Et maintenant, en tant que cardiologue, et je suis aussi dans l'enseignement, je peux vous garantir que la relation pharmacien-malade, des fois, elle est beaucoup plus très proche, le pharmacien est plus proche de son patient que le médecin des fois, et parce qu'il passe plus de temps, il connaît tout du patient. Et du coup, le rôle du pharmacien il est important dans cette chaîne de prescription, dans l'exécution des ordonnances, et surtout, ça peut sauver la vie des malades, surtout parfois dans des prescriptions qui sont parfois erronées. Mais surtout, au Maroc, le travail du pharmacien il est particulier parce que parfois il prend le rôle du médecin généraliste, surtout dans certaines régions des patelins où il n'y a pas beaucoup de médecins. Et ça leur arrive aussi de prescrire, enfin de conseiller. Pas prescrire, mais de conseiller, notamment les antalgiques, les anti-inflammatoires, etc. Donc, durant ce topo, donc, je vais faire des rappels sur un peu les anticoagulants, ce que c'est que les anticoagulants, oraux directs et AVK, leur indication dans l'arythmie, dans la prévention des accidents emboliques cérébraux et systémiques chez toutes les personnes. Et puis, on va passer aux patients coronariens. Quelle est la particularité chez le patient coronarien et quelles sont les précautions à prendre. Donc, sans trop tarder, donc, je rappelle qu'un traitement anticoagulant, c'est un traitement qui est utilisé le plus souvent dans le traitement préventif et curatif pour prévenir la thrombose, que les artères se bougent. Alors cette thrombose, elle peut être à la fois soit artérielle, soit veineuse. Et durant ce topo, on va parler plutôt des thromboses artérielles. Alors quand on dit thrombose artérielle, c'est plutôt les accidents ischémiques cérébraux, l'ischémie du membre, l'infarctus du myocarde. Et quand on parle de thrombose veineuse, c'est plutôt la thrombose veineuse profonde, l'embolie pulmonaire. Donc on zappe l'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse et on va rester sur les syndromes coronaires aigus, les infarctus, les accidents ischémiques cérébraux et les ischémies du membre. Alors il faut dire qu'il y a deux types d'anticoagulation orale, parce qu'il y en a des anticoagulants injectables comme les héparines. Mais aujourd'hui on parle des anticoagulants oraux, des anticoagulants qui sont pris par voie orale. Il y en a deux types. Il y a les antivitamines K commercialisés au Maroc sous le nom du Centran, qu'on a utilisé pendant très longtemps, avant l'apparition de nouvelles générations qu'on appelle, qui commencent à vieillir maintenant, les AOD ou les anticoagulants oraux directs qui n'agissent pas sur les facteurs vitamine K dépendants. Ce sont les AOD. Donc, les AVK, on a l'avantage de les utiliser depuis plus de 40 ans. Donc pour les plus anciens, ils ont beaucoup manipulé. Nous aussi, on a vécu cette période-là. On a beaucoup manipulé ces molécules. On connaît les avantages et les inconvénients. Le seul avantage des AVK, c'est le prix. Ça coûte 3 €, 30 dirhams. Et par contre, ça va trop saigner. Et je me rappelle très bien, pendant les gardes, quand j'étais interne au CHU, on recevait beaucoup d'accidents majeurs aux AVK et on les gérait facilement par des injections de vitamine K, par des transfusions de PFC, de plasma frais congelé. Et ça faisait de nous des héros pendant la nuit parce qu'on voyait très bien le taux de prothrombine qui grimpait, que le saignement s'arrêtait. Mais ça a un coût quand même. C'était un coût pour la santé des patients. Et puis en 2009, on a vécu le passage aux AOD. C'est comme la voiture électrique actuellement. Il y avait le moteur thermique et maintenant on passe au moteur électrique. Alors l'AOD, c'était ça. La magie de l'AOD, c'est qu'on n'avait pas besoin de surveiller et de monitorer le taux de prothrombine des malades. Et d'après la littérature à l'époque, on savait très bien que ça faisait mieux que l'AVK en termes de prévention des accidents emboliques, mais ça ne faisait pas trop saigner. Mais à l'époque, il faut rappeler qu'il y avait une crainte.
il y avait des freins de prescription. Alors ces freins, c'était plutôt le prix, c'était inaccessible, un peu dans le monde entier et encore plus au Maroc. C'était pas remboursé par les assurances locales. Et aussi, il faut pas cacher que le cardiologue ou le prescripteur avait peur que ça saigne parce qu'il n'y avait pas d'antidote. Si le malade saigne sous AOD, même aujourd'hui, il y a quelques-uns il y a une molécule qui a l'antidote, mais ça coûte très cher. Donc du coup, on avait ce frein. Mais après 15 ans d'utilisation, je peux vous garantir que la prescription des AOD actuellement, ça ressemble à la prescription de paracétamol. Ça ne veut pas dire que c'est mal prescrit. On respecte les règles de prescription, mais on est rassuré. Ça fait moins saigner et ça protège les malades. Donc, je rappelle tout ça pour dire que les AVK, c'est vrai que ça occupe la première place d'hospitalisation en termes de iatrogénie, c'est-à-dire des complications liées à la prescription médicamenteuse. Alors, cette iatrogénie, ça va vous paraître un peu bizarre. Ça entraîne à la fois des accidents thrombotiques et des accidents hémorragiques. Pourquoi? Parce que je vous donne l'exemple d'un patient qui a une prothèse mécanique, par exemple mitrale ou aortique. Il est dans l'obligation de recevoir un antivitamine K. Alors si par malheur il mange un aliment qui est riche en vitamine K, il va se trouver que le produit, on aura une baisse de l'efficacité du produit, il sera dans le versant hypocoagulable et on aura une thrombose de valve. Et ça peut aboutir vers une chirurgie cardiaque pour reprise, ce qui est lourd. Donc du coup, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses et pourtant, si on donne par exemple un AVK, un autre exemple, si on donne chez un patient qui est sous Saint-Tran, il vient dans une pharmacie par exemple, il a mal au dos, on lui propose un anti-inflammatoire alors qu'il est sous antivitamine K, on veut bien le faire, on veut lui rendre service, on veut le soulager, mais il vient aux urgences le soir ou le lendemain avec un accident hémorragique grave parce qu'il a un TP trop bas, parce que l'anti-inflammatoire, il potentialise l'effet des AVK et ça donne des effets indésirables. Il faut dire aussi que l'hémorragie est la principale complication de ces médicaments. Et je tenais à rajouter un point très important dans cette slide, c'est qu'un anticoagulant, ce n'est pas un antiagrégant plaquettaire. Parce qu'on a discuté avant de faire la communication, j'ai discuté avec beaucoup de pharmaciens et j'ai trouvé qu'il y avait une lacune par rapport à cela. Les antiagrégants plaquettaires, c'est comme l'aspirine, le clopidogrel, le ticagrelor, le prasugrel. Donc ça agit contre l'agrégation plaquettaire, mais un anticoagulant, ça bloque la coagulation qui est une deuxième phase de la formation du thrombus. Très bien. Donc avant de parler de l'anticoagulation chez le patient coronarien, j'ai préféré aussi faire des petits rappels pour rafraîchir la mémoire, parce que la physiologie de la coagulation, on l'a tous eu comme cours au banc de la fac, qu'on soit médecin ou pharmacien. Et je rappelle qu'il y avait deux voies de coagulation. Il y a la voie intrinsèque et extrinsèque, mais il fallait qu'il y ait une lésion endothéliale pour qu'il y ait activation de cette voie de coagulation. Alors la voie la plus rapide, c'est celle qui est devant vous. Vous avez l'activation du facteur 10A qui va activer à son tour, il va activer le facteur 2A. Et puis le facteur 2A va transformer le fibrinogène en fibrine. Alors fibrine, c'est le produit final de cette cascade qui va provoquer la formation du thrombus, qui va occlure l'artère et bien sûr provoquer l'infarcissement de l'organe qui est vascularisé. Donc quand c'est le cerveau, c'est l'ischémie cérébrale. Quand c'est le cœur, c'est l'infarctus du myocarde. Et quand c'est les membres inférieurs, c'est l'ischémie des membres inférieurs. Donc du coup, sur cette slide, je vais vous montrer un peu le point où va agir chaque molécule anticoagulante pour qu'on puisse connaître un peu de quoi on parle. Alors, ces nouveaux anticoagulants, je donne l'exemple du rivaroxaban qui est commercialisé sous le terme de Xarelto et l'apixaban commercialisé sous le nom de Eliquis, ils vont bloquer le facteur 10A. Alors en bloquant le facteur 10A, ça va bloquer la transformation du précurseur prothrombine en thrombine et indirectement on va bloquer la formation de la fibrine, d'où la vertu anticoagulant de ce produit-là. En même temps, il y a le dabigatran commercialisé sous le nom de Pradaxa, sous d'autres dosages 110 et 150, qui va bloquer la thrombine de façon directe. On parle d'un antithrombinique direct, et donc ça va empêcher la formation de la fibrine à partir du fibrinogène, et d'où son vertu de protection contre les accidents emboliques. Et puis enfin, on revient aux AVK, les antivitamines K, comme le Saintran ou la warfarine, qui est commercialisée en Europe. Alors cette molécule va bloquer le facteur 10 et le facteur 2 de façon indirecte, en bloquant les facteurs vitamine K dépendants, c'est ce qu'on appelait à l'époque les facteurs PPSB, prothrombine, proconvertine et facteurs de Stewart. Alors ces facteurs-là, ils sont synthétisés au niveau du foie et ils nécessitent la vitamine K dans leur synthèse, elle est obligatoire. Alors cette molécule va agir comme un inhibiteur compétitif de la vitamine K, et donc ça va bloquer la synthèse de ces facteurs, et en bloquant cette synthèse, on aura un effet anticoagulant. Sauf que pour avoir cet effet anticoagulant, il faut beaucoup de temps, 2 à 4 jours,
pour avoir un effet immédiat, alors que pour les anticoagulants directs, on a une action rapide avec une durée de vie de 12 heures. Donc, ça, c'est un bref aperçu concernant l'origine de ces anticoagulants, la différence avec les anticoagulants plaquettaires, le mécanisme d'action. Et là, je veux vous rappeler comment ces AOD ont pu battre les AVK, et c'était en 2009, à partir de 2009. Donc l'histoire commence à partir de 2009. On a reçu, c'est ce qu'on avait à la base, on avait un peu de littérature, on avait une molécule qui sortait, et c'était le combat warfarine et molécule AOD. Le premier combat, c'était le dabigatran versus warfarine chez les patients avec une fibrillation atriale. Donc le design des études était simple. On prenait des patients avec une fibrillation atriale et on séparait deux bras. Un bras de patient qui va recevoir la warfarine avec un INR cible 2 et 3, et puis un bras qui va recevoir l'AOD à la dose prescrite. Et on vérifiait l'incidence des accidents ischémiques cérébraux et systémiques. Et avec cela, on étudiait surtout le critère de safety majeur, de sécurité d'utilisation. C'était le critère de saignement, et pas n'importe quel saignement majeur. En termes de localisation cérébrale, par exemple, en termes de déglobulisation, une chute importante des taux d'hémoglobine, et du coup, on vérifie l'efficacité de ces produits-là. Alors, résultat, en termes de prévention de l'accident ischémique cérébral et des accidents ischémiques systémiques, le dabigatran dans son double dosage, 150 et 110 mg, fait mieux que la warfarine en termes de prévention de ces accidents ischémiques. Alors, en termes de sécurité d'utilisation, vous savez très bien que la dose de 110 mg, elle fait moins de saignement majeur dans la dose de 110 mg dans le groupe dabigatran 110 par rapport à la warfarine, de façon significative. On peut même dire qu'on a une réduction de 20% du saignement quand on utilise le 110 mg, mais par contre, quand on utilise le 150 mg, le dabigatran était non inférieur à la warfarine. Alors, en d'autres termes, le 150 mg prévient mieux que la warfarine les accidents emboliques, mais ça faisait saigner de la même façon. Alors que le 110 mg, la dose un peu moindre, ça prévenait de la même façon les accidents emboliques, mais ça fait réduire le risque de saignement de 20%. C'est ce qui a autorisé cette molécule à être mise sur le marché et à être prescrite chez les patients qui nécessitent bien sûr la molécule. Maintenant, la deuxième molécule, c'est le rivaroxaban, qui est commercialisé sous le terme Xarelto. Et bien sûr, il est génériqué au Maroc actuellement. Donc, le combat avec la warfarine, dans ce qu'on appelait à l'époque la FA non valvulaire. Maintenant, on n'a plus cette appellation. Donc, le rivaroxaban versus warfarine, ça donnait quoi en termes de prévention de l'accident embolique? On a le rivaroxaban prévenait les accidents emboliques de façon significative par rapport à la warfarine. Alors, qu'en est-il? Alors, durant le traitement, bien sûr. Alors, durant le traitement, on avait moins d'événements, on avait 1,7 événements par 100 patients par rapport à la warfarine où il y avait 2,2 événements par 100 patients avec un P qui est très significatif. En d'autres termes, il y avait le rivaroxaban qui réduisait le risque d'accident embolique de 21% par rapport à la warfarine. Ça, c'est en termes d'efficacité d'utilisation contre la thrombose. Mais en termes de sécurité d'utilisation, quand on voit le saignement majeur, quand on réunit tous les types de saignements, il n'y a pas de différence significative entre les saignements majeurs, que ce soit en rapport avec la warfarine ou le rivaroxaban. Mais par contre, quand on vérifie un peu les détails des saignements, quand on part par exemple voir les saignements qui sont graves, critiques, le rivaroxaban fait moins saigner de façon grave que la warfarine. Donc, c'est ce qui a permis au rivaroxaban d'être utilisé aussi et d'entrer dans le marché de l'anticoagulation. Et enfin, il y a une troisième molécule, c'est l'apixaban. L'apixaban, qui est dans le troisième combat, c'est l'apixaban versus warfarine chez les patients avec fibrillation atriale. Et là aussi, on a l'apixaban qui est un anti-10A direct qui va réduire de 21% les accidents ischémiques cérébraux et les accidents emboliques systémiques par rapport à la warfarine. Et en termes de sécurité d'utilisation, on avait moins d'hémorragie. Regardez, ça prévenait de 31% le risque de saignement. Alors quand on voulait anticoaguler un patient avec de l'apixaban, on réduisait de façon très importante les accidents emboliques, mais pas que ça, on réduisait le risque de saigner sous anticoagulant de 31%, ce qui n'était pas négligeable. Et enfin, donc, on rappelle souvent, avant de prescrire un anticoagulant oral direct, il y a souvent des règles à garder en tête et à respecter pour éviter qu'il y ait saignement. Parce que même si on dit que cette molécule, elle est très efficace en termes de prévention des accidents emboliques, elle fait moins saigner, mais si on ne respecte pas les règles de prescription, elle va faire plus saigner que l'AVK. Donc c'est très important de rappeler ces éléments-là. Donc à chaque fois qu'on reçoit un malade qui est sous anticoagulation orale, on vérifie toujours l'indication.
est-ce qu'il y a besoin de donner cet anticoagulant? C'est très important. Et il y a un sujet très important aussi, c'est qu'on doit évaluer son risque hémorragique. Il y a plusieurs scores, je vais dévoiler quelques-uns, mais il y a des choses qui sautent aux yeux. Premièrement, c'est l'âge. Alors, quand on reçoit un patient de plus de 75 ans, c'est reconnu mondialement, c'est un facteur de risque hémorragique. Donc, avant de prescrire, il faut absolument éviter la polymédication. Il faut prendre en considération le risque de chute. Alors, c'est des patients qui peuvent chuter, ça peut occasionner un trauma cérébral et donc ça peut entraîner la mortalité. Il y a un deuxième élément que même les pharmaciens, pendant l'exécution de l'ordonnance, doivent faire attention à ça avec l'âge, doivent vérifier les médicaments qui sont co-prescrits chez ce malade. Il faut aussi vérifier le poids. Alors, le poids est un facteur de risque hémorragique. À moins de 60 kg, on saigne plus que les plus de 60 kg, ça c'est connu. Et puis, il y a la prise d'antiagrégants plaquettaires. Alors, vous aurez souvent dans vos ordonnances en officine des patients qui sont sous double antiagrégant plaquettaire parce qu'ils ont eu un stent coronaire. Je parle de double antiagrégant plaquettaire, c'est le clopidogrel et l'aspirine. Et par moment, on peut leur prescrire un AOD parce qu'ils passent en arythmie, et c'est fréquent, on va le voir juste après, et ça augmente le risque hémorragique. Donc avant d'exécuter l'ordonnance, parfois on peut même appeler le médecin traitant pour dire attention, c'est une triple thérapie, ça va faire plus saigner, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait sauter l'aspirine? Est-ce qu'on peut décaler la prise d'anticoagulants, etc. Et ça peut aider à protéger le malade, parce que le saignement est mortel. Et avant de prescrire, il faut faire un bilan minimaliste. En moins une NFS, il faut avoir un taux d'hémoglobine qui est avant le traitement pour voir, parce que des fois on a des saignements qui passent inaperçus, des petites mélénas, le patient ne fait pas attention, et on a une baisse graduelle de l'hémoglobine. Donc une NFS de base est très importante pour comparer avant et après traitement. Et ce qui est encore important, c'est la fonction rénale. La majorité de ces anticoagulants sont éliminés par voie rénale, et en cas d'insuffisance rénale, comme pour les AVK, il y a un surdosage, il y a un risque de saignement qui est très important. Et donc c'est important de vérifier, parce qu'il y a une histoire d'adaptation des doses de ces AOD pour éviter l'hémorragie, d'autant plus que c'est des molécules qui ne sont pas monitorées. On n'a pas de mesure d'INRTP comme le Centran. Et parfois, dans nos ordonnances, on peut oublier des gastroprotecteurs, parce qu'absolument, il faut rajouter une gastroprotection pour nos malades pour éviter le saignement digestif. Alors, ici, dans cette slide, je voulais juste rappeler les avantages et les inconvénients de ces AOD qu'il faut connaître en tant que pharmacien. La prise, il est orale, bien sûr. L'efficacité est rapide, une durée de vie de 12 heures. Et on discutait tout à l'heure, c'est qu'avant un geste chirurgical ou avant une ponction d'une artère au cours d'une coronarographie, on exigeait 12 heures d'arrêt. Alors qu'il faut arrêter le Centran 3 jours ou 4 jours avant de faire un geste chirurgical pour éviter qu'il y ait des hématomes ou des saignements majeurs. Alors, avec ces nouvelles molécules, on peut arrêter que 12 heures avant. Et puis, ça ne nécessite pas de surveillance biologique et surtout, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse ni alimentaire. Du moins, alimentaire, il n'y a aucune interaction alimentaire, pas comme les AVK, parce que ça ne va pas affecter l'effet anticoagulant et ça fait moins saigner que les antivitamines K. Par contre, il n'y a pas de moyen de monitorage. En cas de surdosage, on ne peut pas savoir. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Il n'y a pas d'antidote, sauf pour le Tavi 4 ans, mais ça coûte 3 000 €. 30 000 dirhams, et il faut la disponibilité de produits dans le lieu où on va faire l'accident hémorragique. Et bien sûr, il n'y a que 2 indications actuelles où l'AOD n'est plus prescrit. Alors, on n'a pas le droit de prescrire un anticoagulant de nouvelle génération, si on peut se permettre le terme, dans 2 situations, lorsqu'on a un rétrécissement mitral serré et dans le cadre des prothèses valvulaires mécaniques. C'est les AVK qui gardent la supériorité dans ces 2 entités-là. Maintenant, on passe à un nouveau chapitre. La fibrillation atriale chez le patient coronarien. Voilà. Quel traitement optimal? Alors, chez le patient coronarien, pourquoi on a précisé coronarien? Parce que quand on dit un patient coronarien, c'est un patient qui a vécu une expérience de syndrome coronaire aigu, ou bien qui est coronarien stable. Donc, il a des lésions coronaires athéromateuses, et parfois, il a un stent, un ressort dans une artère coronaire. Alors, dès qu'on met un stent dans une artère coronaire, on est obligé de prescrire une double antiagressante plaquettaire, qui est l'aspirine et le clopidogrel. Donc, si ce patient fait de la fibrillation atriale, il va falloir rajouter un anticoagulant. Alors, cette situation n'est pas rare. Alors, vous avez jusqu'à 60% des fibrillations atriales, ils ont une origine ischémique, une origine coronaire. Donc, il y a un lien entre les deux. Et chez ce groupe de patients en arythmie et qui sont coronariens, on a 15% de ces patients peuvent avoir une angioplastie avec pose de stent. Donc, ils ont une indication à une triple thérapie à base d'anticoagulation orale et d'aspirine, clopidogrel. Donc, pourquoi le DAPT, la double antiagressant plaquettaire? Pourquoi? Parce qu'il a été établi depuis très longtemps, même trentaine d'années, que la double antiagressant plaquettaire prévenait la thrombose de stent, que l'on soit en situation d'infarctus ou de maladie coronaire stable. Et l'anticoagulation orale
Elle a déjà fait ses preuves en termes de prévention des accidents emboliques. Maintenant, théoriquement, un patient qui est coronarien, qui a un stent, qui est en fibrillation atriale, il va lui falloir prescrire 3 médicaments qui font fluidifier le sang. C'est l'anticoagulant et 2 antiagrégants plaquettaires. Ça, c'est de la théorie, et c'est ce qu'ils faisaient avant. Mais il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y avait un saignement majeur quand on associe les 3. Donc, du coup, le challenge de tout, le deal de tout cardiologue, c'est de gérer cette balance, prévenir l'accident embolique, mais sans faire saigner le malade. Comment on peut faire ça? Comment on pourrait gérer ça? Bien sûr, avec l'evidence-based medicine. Pas avec moi, j'ai 40 ans d'expérience, je vais gérer ça. Non, non, avec des preuves scientifiques. Voilà ce que dit la littérature. Alors, pourquoi on parle de saignement est grave? Pourquoi le saignement chez le coronarien est grave? Alors, c'est une plaque qui est souvent présentée dans des congrès de cardiologie interventionnelle lorsqu'on parle de l'hémorragie et la mortalité chez ces patients coronariens. Il y a un lien direct entre le saignement majeur et la mortalité, parce que quand le malade saigne, c'est foutu. Les carottes sont cuites. C'est pour ça qu'il faut agir en amont. Il faut prévenir, il faut évaluer le risque hémorragique, réduire les doses, faire sauter l'aspirine pour que le patient ne saigne pas. Alors, une fois qu'on a un saignement majeur, pourquoi les carottes sont cuites? Parce que tout médecin, quelle que soit sa spécialité, est formé de cette... Quand un malade saigne dans son cerveau, ou bien quand il déglobulise de façon très importante, on sera obligé de transfuser le malade en fonction de son hémoglobine. Et quand on transfuse le malade, c'est une situation pro-inflammatoire, et une situation pro-inflammatoire expose le malade à la thrombose de stent et au décès. Quand le malade saigne de façon majeure, on arrête la double antiagression plaquettaire parce qu'on est obligé de réduire quelque chose qui fait saigner. Et quand on arrête la double antiagression plaquettaire, il thrombose son stent et c'est le décès. Et bien sûr, dans les cas de choc hémorragique, il faut remplir un peu, transfuser. Donc, dans tous les cas, la mortalité est très importante. Ça a été confirmé dans plusieurs études. Alors, pour vous faire un résumé, c'est une étude qui est un peu ancienne, 2007. Vous avez ici la courbe en noir, en très complet. Vous avez les patients qui saignent, font un saignement majeur 30 jours après leur infarctus. Ils ont un décès aux alentours de 7,3%, alors que les patients qui ne saignent pas, une mortalité de 1,2%. Donc, et dans cette étude-là, les auteurs se sont amusés à évaluer les critères indépendants de mortalité chez ces groupes de malades. Et regardez en bas, on se rend compte que le saignement majeur tue 8 fois plus le malade, beaucoup plus que l'infarctus lui-même. C'est pour ça que, très important, le pharmacien il fait partie de la chaîne de protection. Donc, il faut vérifier les ordonnances à chaque fois que vous avez un AOD dans une prescription. Vérifiez, s'il vous plaît, la polymédication pour éviter d'arriver à cet état-là. Donc, pour maintenir cet équilibre, risque ischémique, risque hémorragique, qu'est-ce qu'on a comme outil pour évaluer ces risques-là? Comment on peut évaluer le risque ischémique coronaire chez un patient qui a des stents? Comment on peut dire que ce malade-là, il est à haut risque de faire un infarctus, de thromboser ses stents ou de faire un accident ischémique cérébral? Comment on peut faire ça? Alors, la Société européenne de cardiologie, dans un fascicule publié en 2017, nous donne certains critères. Alors, si quelqu'un a déjà thrombosé son stent, sous traitement antiagrégant plaquettaire, il est à haut risque ischémique. Si, par exemple, on a des stents de bifurcation, ça s'appelle une angioplastie complexe, 2 stents techniques, ça veut dire qu'il est à haut risque de thromboser son stent. Quand on a des stents au niveau du tronc commun, c'est l'origine de toutes les artères du réseau gauche. Quand on a une thrombose là-bas, c'est le choc cardiogénique, c'est le décès. Donc, quand on a un stent à ce niveau-là, il ne faut pas s'amuser à arrêter le traitement antiagrégant plaquettaire. Quand on a plusieurs stents qui sont posés, des longs stents, il faut donner, ce patient, il est à haut risque ischémique. Comment on peut évaluer le risque hémorragique? Comment on peut savoir que ce malade il va saigner sur notre traitement? Alors, c'est une plaque qui émane de l'Academic Research Consortium. C'est le nouveau score de risque hémorragique, un peu utilisé dans toutes les études au monde, qui est présidé par le professeur Philippe Urban, qui est un Suisse, et qui est cardiologue interventionnel, et s'intéresse à ce topic de risque hémorragique. Et vous allez voir sur l'écran des choses qui sautent aux yeux, par exemple l'âge, comme j'ai dit tout à l'heure, le poids, la polymédication, un antécédent de saignement, la prise d'anti-inflammatoires, une chirurgie programmée. Quand vous avez un de ces éléments-là, le risque de saignement est majeur. Et ce qui peut attirer votre attention, quand on dit une anémie, ce n'est pas 7 d'hémoglobine ou 8 d'hémoglobine, une anémie à 11. Alors quand on a des malades avec une hémoglobine à 11, on peut ne pas dilater sur place un malade programmé, on dit attention, il faut vérifier pourquoi il fait cette anémie, parce que c'est un risque hémorragique. Parce que si je mets un stent chez ce malade-là, et je le mets sous double antiagression plaquettaire, il fait une hémorragie grave, je ne pourrai plus arrêter, je ne pourrai plus revenir en arrière. C'est ça le message qu'il faut garder en tête, c'est que quand on agit en amont, on peut sauver la vie du malade. Donc vous avez un bilan qui est standard, une NFS avec une hémoglobine à 11, je peux arrêter la procédure, je ne dilate pas un malade stable, sauf urgence. Et je peux aller faire une fibroscopie, une coloscopie, et je peux découvrir des choses. Et on pourra traiter la lésion qui risque de saigner avant de mettre le stent. Maintenant, quand on a un patient en fibrillation atriale,
et qui est coronarien, comment on va le gérer? Comment on va savoir que ce patient-là, il est à haut risque de faire un accident cérébral par rapport à l'autre patient? Alors en cardiologie, on a un score qu'on appelle le score de Schatz-Vask. Bon, ne vous en faites pas, oubliez le score de Schatz-Vask, mais regardez juste dans l'encadré rouge. Vous avez l'hypertension, vous avez l'âge, vous avez l'antécédent d'accident ischémique cérébral et vous avez l'atteinte vasculaire. Alors ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, indépendamment de ce score. Et chez nous, au service, j'ai eu l'occasion d'encadrer une thèse d'un doctorant en médecine sur un sujet des coronariens, et on s'est amusé à recenser le pourcentage des facteurs de risque cardiovasculaire par patient. Et en plus de ça, on a calculé le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire accumulés par malade coronarien. Et il s'est avéré que 50% des patients, sur une série de 400 malades, 50% avaient au moins 4 facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui met nos patients au Casablanca, voilà, Casablanca, c'est la région de tout Casablanca, mais ça peut être valable pour tout le Maroc. Nos patients sont à très haut risque cardiovasculaire. Et pourquoi je vous rappelle tout ça? Parce que si on dit qu'on a au moins 4 facteurs de risque cardiovasculaire, et si par malheur un de nos malades coronariens passe en fibrillation atriale, si on calcule ce score-là, il sera déjà à très haut risque de faire un accident ischémique, que ce soit cérébral ou systémique. Donc plus on a de facteurs de risque cardiovasculaire, si on passe en fibrillation atriale, attention, nos malades, ils peuvent faire un AVC, et c'est l'indication de donner une anticoagulation associée. Okay, c'est comme ça qu'on prescrit les anticoagulants. En cas de fibrillation atriale, pour savoir si c'est un malade qui va saigner sous traitement anticoagulant, parce qu'on ne prescrit pas comme ça, il faut évaluer les risques. Alors il y a ce score-là, et là aussi en rouge, regardez, il y a des facteurs de risque cardiovasculaire qui surviennent. Donc nos malades coronariens, ils sont à la fois, ils posent problème, hein. C'est un sujet qui est partout traité, parce qu'ils sont à la fois à haut risque ischémique, et aussi à haut risque hémorragique. Donc, comment gérer ce patient en fibrillation atriale et qui est coronarien? Est-ce qu'on doit prescrire une triple thérapie, anticoagulant et double antiagacant plaquettaire, ou il faut prescrire une bithérapie? Donc, c'est une histoire qui a commencé en 2013, il y a bientôt 11 ans. Il y a des chercheurs, hein, c'est toujours ceux qui trouvent, hein, ils ont essayé, sur 600 patients, ils ont essayé d'enlever l'aspirine. Chez ce groupe de malades qui sont sous aspirine, clopidogrel et sous AVK, ils se sont dit, attendez, on va enlever l'aspirine, on va essayer d'enlever l'aspirine et vérifier si ces malades seront protégés contre l'accident ischémique cérébral par l'AVK et ils ne vont pas thromboser leur stent, parce que le clopidogrel est plus efficace. Ou bien en comparaison avec un groupe de malades chez qui on va donner l'antivitamine K, le Centran, le clopidogrel et l'aspirine. Alors résultat, c'est que quand on fait sauter l'aspirine, ben, on saigne moins. Il y a moins de saignement lorsqu'on fait sauter l'aspirine en bleu. C'est les patients chez qui on n'a pas donné de l'aspirine. Écoutez, regardez, il y a pratiquement 64% de réduction de saignement chez ces malades. Bien, ils se sont posé la question, est-ce que ça va augmenter le risque de thrombose? Parce que le but, ce n'est pas de réduire le saignement, mais il faut aussi empêcher que le malade thrombose son stent ou de faire un AVC. Regardez, il y a toujours la surprise, c'est qu'en enlevant l'aspirine, ça saignait moins et ça thrombosait moins, que ce soit au niveau cérébral, c'est toujours en bleu, ou au niveau coronaire. Donc, d'où est venue l'idée que la bithérapie est meilleure que la triple thérapie. Mais à ce moment-là, les AVK étaient toujours en conflit avec les nouveaux anticoagulants directs, et puis les laboratoires se sont dit, tiens, pourquoi pas on n'essaie pas le même design, mais avec nos nouvelles molécules qui ont démontré un effet supérieur en termes de prévention des accidents emboliques, sans faire saigner les malades. Alors l'étude qui suit, c'est la première équipe je pense, c'est l'équipe de Bayer, avec le rivaroxaban. Ils ont essayé d'établir un protocole particulier pour ces coronariens, pour réduire le risque de saignement chez ces patients qui sont sous double antiagacant plaquettaire. Alors je vous donne un peu le schéma de l'étude. Alors ils ont précisé que 3 bras, clopidogrel et le rivaroxaban 15 mg, sans l'aspirine, donc ce qu'on appelle une bithérapie. Et puis il y a la triple thérapie à base d'aspirine, clopidogrel, mais cette fois-ci le rivaroxaban à 2,5 mg x 2 par jour. Il n'est pas commercialisé au Maroc. Et puis le troisième bras de comparaison, c'est la triple thérapie à base d'AVK, aspirine, clopidogrel. Okay. Résultat, alors la bithérapie à base de rivaroxaban 15 mg une seule fois par jour avec le clopidogrel, la courbe en bleu, faisait mieux que le rivaroxaban, clopidogrel, aspirine et faisait encore mieux que l'aspirine, clopidogrel, AVK en termes de prévention de saignement. En d'autres termes, quand on utilisait la bithérapie à base de rivaroxaban 15 mg clopidogrel, ça faisait moins saigner que la triple thérapie à base d'AVK, aspirine et clopidogrel. Mais quand on lit un peu dans les limites de ces... Bon, tout cela sans bien sûr créer de thrombose. Même si on a fait sauter l'aspirine, ça n'a pas créé de thrombose, donc ça a prévenu les accidents ischémiques.
Mais ce qui est écrit dans les limites de cette étude dans le New England, écrit noir sur blanc, c'est qu'il y a une faille dans le design. Ils ont comparé une bithérapie à une triple thérapie, et statistiquement parlant, on ne peut pas faire ça. Si on veut être juste, il faut comparer une triple thérapie à base de rivaroxaban, aspirine, clopidogrel versus AVK, aspirine, clopidogrel. Ce n'est pas mon point de vue, c'est écrit noir sur blanc, vous avez la référence. Maintenant, encore plus que ça, et c'est les auteurs qui ont écrit ça, c'est que la dose de 15 mg du rivaroxaban, ce n'est pas la dose qui est prescrite pour prévenir l'accident ischémique cérébral, dans l'étude Princeps qu'on a décrit tout à l'heure. C'est la dose de 20 mg. Donc en fin de compte, la réduction des événements hémorragiques, on ne sait pas est-ce que c'est dû au fait qu'on a enlevé l'aspirine ou est-ce qu'en fait, parce qu'on a réduit la dose du rivaroxaban à 15 mg et on ne peut pas comparer les deux bras qui ne sont pas comparables. Donc du coup, les résultats étaient restés en guillemets. Après, il y a l'autre équipe de Boehringer avec dabigatran dans son double dosage 150 et 110 mg qui ont essayé de faire le même design. Chez les patients en fibrillation atriale et qui sont coronariens, ils ont comparé 3 bras. Un bras avec une triple thérapie AVK, clopidogrel, aspirine, parce qu'ils sont en fibrillation atriale et ils ont des stents. Et puis un bras avec le dabigatran en bithérapie, dose minime 110 mg, clopidogrel, et une bithérapie à dose pleine 150 mg, clopidogrel. Résultat, dans les deux dosages, 110 mg et 150 mg associés au clopidogrel, on fait mieux que la triple thérapie AVK, aspirine, clopidogrel en termes de prévention des accidents hémorragiques. Qu'en est-il des événements ischémiques? Avec la dose de 110 mg, on a un peu plus d'événements thromboemboliques. Quand on réduit la dose chez ce groupe de malades à 110 mg en bithérapie, ça thrombose plus qu'en triple thérapie à base d'AVK. Mais quand on utilise la bithérapie avec 150 mg, le dabigatran 150 en bithérapie était non inférieur à la triple thérapie AVK, clopidogrel, aspirine. Donc ça faisait mieux. Mais là aussi, dans les limites de cette étude, et c'est écrit dans l'article, la même chose, ils ont comparé une bithérapie à une triple thérapie, et là aussi, la réduction des doses pourrait être due au fait qu'on a réduit les doses à 110 mg de dabigatran, donc ça fait moins saigner, logiquement, et donc on ne sait pas est-ce que c'est l'aspirine aussi, le fait d'enlever l'aspirine qui a fait saigner. Donc on n'était pas sûr des résultats, on ne pouvait pas prescrire en classe 1A dans les recommandations. Et enfin, dans le texte de l'article de Rediwall PCI et de l'étude qui précède celle-là, et c'est la dernière, ils ont écrit que pour pouvoir avoir des résultats utilisables, il va falloir comparer des bras comparables, une triple thérapie à une triple thérapie, une bithérapie à une bithérapie, ce qui était très logique, même si on n'est pas statisticien, ça saute aux yeux. Donc c'est l'équipe de Pfizer en Augustus en 2019, ils ont fait ce design-là, ils ont pris 4200 patients, à peu près 2 fois le nombre de patients des anciennes études, et 90% de ces malades dans cette étude ont pris le 5 mg x 2. C'est la dose pleine de l'apixaban, parce qu'il y a une dose réduite de 2,5. 90% ont pris entièrement la dose de 5 mg x 2, indépendamment de leur risque hémorragique. Et ils ont comparé 4 groupes. Une triple thérapie à base d'AVK, une triple thérapie à base d'apixaban, et puis une bithérapie apixaban clopidogrel, AVK clopidogrel. Et à partir de ce design-là, qui est particulier d'ailleurs, qui est connu chez les statisticiens sous forme de ce qu'on appelle 2x2 factorial trial, c'est-à-dire qu'on pouvait comparer la bithérapie à la bithérapie à la triple thérapie, on pouvait avoir les résultats qu'on voulait. Résultat, alors quand on voit ici la bithérapie apixaban clopidogrel, ça faisait saigner avec un taux de 7,3% sur les 4200 patients, en comparaison avec l'AVK clopidogrel. Donc quand on est en bithérapie, anticoagulant et clopidogrel, l'AOD à base d'apixaban faisait mieux que l'AVK clopidogrel. Et quand on est en triple thérapie en haut, regardez à base d'apixaban, aspirine, clopidogrel en triple thérapie, si on choisit ce schéma-là, on est plus efficace que l'AVK, aspirine, clopidogrel. Et à partir de ce schéma-là, on est sûr qu'on est bon, on peut l'utiliser. Alors ça, c'est par rapport au saignement majeur. Regardez, il y avait moins de saignement dans le bras apixaban par rapport aux 100 patients. On n'a eu que 24 événements hémorragiques pour 100 patients par an, alors qu'il y avait 35 par 100 patients par an, avec un P qui est significatif. Et là, on voit très bien que la prévention des événements hémorragiques par l'apixaban était réduite pratiquement de 31% par rapport à la warfarine chez ces patients coronariens. Et bien sûr, en termes d'accidents emboliques, de décès et d'embolie, d'hospitalisation, vous avez moins de décès dans le bras apixaban par rapport à la warfarine. Mais en termes d'événements ischémiques et de décès, pratiquement, les résultats étaient non significatifs. Donc l'apixaban chez le coronarien qui nécessite une triple thérapie ou une bithérapie fait mieux que la warfarine en termes de prévention des accidents emboliques et ça fait pas trop en termes de saignement, mais ça prévient de l'embolie de la même façon que la warfarine.
Et là, c'est un autre article publié dans un journal de gériatrie cardiologique et qui a comparé les différentes molécules d'AOD en termes de prévention du risque hémorragique majeur par rapport à la triple thérapie avec clopidogrel aspirine. L'apixaban, on prévient de 60% ce risque hémorragique. Et quand on part dans le fascicule des recommandations, pour voir un peu ce qui est recommandé pour l'utilisation, avec le niveau de preuve, ça c'est un fascicule de la Société européenne de cardiologie. Vous voyez en bleu, en classe 1A, un niveau de preuve élevé, on peut utiliser les AOD à la place des AVK chez les patients qui en ont besoin. Ces patients qui sont en fibrillation atriale, avec des doses qui dépendent bien sûr de la molécule. On a l'apixaban 5 mg 2 fois par jour, le rivaroxaban c'est 20 mg une seule fois par jour, et l'édoxaban 60 mg une seule fois par jour, le rivaroxaban 20 mg par jour. Alors je voudrais attirer votre attention sur l'encadré en rouge avec un niveau de preuve un peu plus bas, et j'ai souligné en rouge l'évaluation du risque hémorragique avec les scores que j'ai présentés. Si votre patient est à haut risque hémorragique, on nous dit clairement qu'il va falloir réduire les doses des anticoagulants selon ce qui est prescrit écrit dans le résumé du produit. Pour le dabigatran, on passe de 150 à 110, et pour le rivaroxaban, on passe à 15 mg. Mais avec un niveau de preuve qui est un peu plus bas, ça veut dire que ce n'est pas vraiment recommandé. Mais pourquoi ils n'ont pas mis l'apixaban dans ces recommandations chez les patients à haut risque hémorragique? Parce que dans l'étude Augustus, 90% des patients, ils ont pris la pleine dose, indépendamment de leur risque hémorragique, et on a eu un gain, une réduction de 31% des saignements chez ces malades par rapport à l'AVK. Donc c'est pour ça que ça ne figure pas dans ce tableau, donc on peut l'utiliser chez les patients à haut risque hémorragique. Et bien sûr, sur une étude qui est publiée 3 ans plus tard après Augustus, ça confirme ce que j'ai remarqué sur ce tableau-là. Vous avez ici la survenue d'événements hémorragiques majeurs indépendamment du score hémorragique ASBLED. Plus de 3, c'est risque élevé. Vous avez très bien que l'apixaban est réduit de façon très importante le saignement par rapport à l'AVK chez ces patients coronariens en triple thérapie. Donc là, on a parlé du choix de la molécule. Il ne nous reste que la durée du traitement, parce qu'il y a le choix de la molécule, mais il y a aussi la durée. Pendant combien de temps? Et je peux vous assurer que pour les ordonnances que vous voyez en officine, rarement on prescrit la durée. Par exemple, on peut prescrire la durée du clopidogrel 1 année après un infarctus, mais quand on met un AOD, on ne sait pas combien de temps. Surtout quand il y a une triple thérapie, on ne sait pas. Alors que ce schéma-là doit figurer dans le dossier médical et dans la prescription. Et c'est aux pharmaciens aussi de faire attention, parce que des fois, il y a un oubli. Le patient ne revient pas voir son médecin traitant en consultation de contrôle pour qu'il puisse faire sauter l'aspirine pour réduire le risque hémorragique. Et on peut le revoir en consultation avec un saignement majeur. Alors que si notre collègue, un pharmacien, fait attention à ça, il peut contacter le médecin, ou bien il peut demander au patient de revenir voir le médecin pour discuter de la durée de la triple thérapie pour pouvoir régler ce problème. Donc chez les patients qui sont en arythmie et qui ont besoin d'une double anticoagulation plaquettaire, ce qui est recommandé, une stratégie par défaut, quand le patient n'est pas à haut risque hémorragique, c'est-à-dire patient standard, on donne une triple thérapie pendant 1 semaine. Pendant l'hospitalisation, on garde l'AOD, l'aspirine et le clopidogrel, et avant la sortie, on fait sauter l'aspirine. On le garde sous double thérapie à base de single antiplaquettaire thérapie, une monothérapie antiplaquettaire, avec une anticoagulation, et ce pendant 12 mois minimum. À partir du 12e mois, on peut arrêter le clopidogrel et garder le malade sous AOD seul. Mais pas toujours. Il y a des situations où on ne peut pas arrêter le clopidogrel, surtout quand on a des stents qui sont situés dans des zones qui sont très sensibles. Maintenant, quand le patient il est à haut risque hémorragique, on a évalué le score hémorragique, même si on n'est pas médecin, il est de petit poids, il est très âgé, il est sous anti-inflammatoire, à long terme, des maladies de système, les corticoïdes, etc. C'est un malade qui va saigner. Donc là, on fait sauter l'aspirine à partir de la 2e semaine, à partir de la 4e semaine, et à partir de là, on le laisse sous double thérapie, de préférence clopidogrel anticoagulant, mais ça part en jaune parce que le niveau de preuve va être plus bas, parce que la population à haut risque hémorragique, c'est une population très hétérogène, et dans toutes les études, les critères d'évaluation du risque hémorragique est différent. Donc, c'est très, très hétérogène pour pouvoir juger, avoir un niveau de preuve élevé. Et puis, à partir du 6e mois, on fait sauter le clopidogrel pour réduire ce risque hémorragique des malades, pour réduire la mortalité liée au saignement. Maintenant, lorsque le risque ischémique est là, vous avez quelqu'un qui a un thrombus, qui a de thrombus coagulé dans la pointe du ventricule gauche, un anévrisme de la pointe, en post-infarctus avec un thrombus, un patient qui a des stents au niveau du tronc commun, qui a plusieurs stents, c'est un patient qu'on dit il est à haut risque ischémique. Et à ce moment-là, on garde la triple thérapie pendant 4 semaines. On garde l'AOD, l'aspirine, le clopidogrel, parce qu'il va plus bénéficier de cette anticoagulation par rapport aux patients qui sont à haut risque hémorragique. Et à partir de la 4e semaine, à partir du 1er mois, on fait sauter l'aspirine, on garde la double anticoagulation, la double thérapie anticoagulation plus clopidogrel pendant 12 mois et on passe à l'AOD seul. Alors pour conclure, on arrive à la conclusion.
Quand on a un patient coronarien en arythmie qui nécessite une anticoagulation, donc il faut savoir que c'est une population à risque, parce qu'ils sont à haut risque ischémique et à haut risque hémorragique. Il faut très bien détailler la durée, le choix de la molécule, la durée de la bithérapie ou de la triple thérapie pour éviter le saignement, et qu'il y a un lien étroit entre le saignement majeur et la mortalité chez les malades qui est bien décrit dans les études. Et la prescription d'une bithérapie à base d'AOD a fait ses preuves, donc on est en sécurité d'utilisation. Et s'il vous plaît, en termes d'AVK, les AOD ont bien pris la place. Il y a pratiquement 2 indications pour prescrire un AVK actuellement dans le monde, c'est le rétrécissement mitral serré, la prothèse valvulaire mécanique. Les autres situations d'arythmie, de fibrillation atriale, c'est l'anticoagulation orale de nouvelle génération qu'il faut prescrire pour prévenir les risques de saignement en ayant la même preuve d'efficacité en termes de prévention des accidents emboliques. Et bien sûr, il faut respecter les règles de prescription, la fonction rénale, les NFS et l'indication, bien sûr. Et je vous remercie.